Minuit, personne n'a remarqué quand les mains de George Miller. Minuit et 1 seconde, tremblaient alors qu'il signait les papiers au cimetière de voitures. Minuit et 2 secondes, le moteur était mort, le pare-brise fissuré, les sièges déchirés. Minuit et 5 secondes, mais c'était la dernière chose que sa femme avait touchée. Minuit et 7 secondes, George n'avait besoin que d'assez d'argent pour acheter un billet de train. Minuit et 10 secondes, afin d'emmener sa fille Emily hors de la ville. Minuit et 12 secondes, avant que les créanciers ne saisissent leur maison. Minuit et 14 secondes, au moment où la chaîne de remorquage s'enroulait autour du pare-choc. Minuit et 16 secondes, une limousine noire s'est arrêtée. Minuit et 18 secondes, Vivian Carter en est descendu, a examiné le numéro de châssis. Minuit et 20 secondes, et a prononcé 5 mots qui ont tout changé. Minuit et 22 secondes, je l'achète. $1 million. Minuit et 25 secondes, mais 12 heures plus tôt, George Miller était un autre homme. Minuit et 27 secondes, pas encore brisé. Pas encore assez désespéré pour vendre le souvenir. Minuit et 29 secondes, de sa femme défunte au prix d'un billet de train. George avait 39 ans, même si son visage portait le poids de 50. Des rides marquaient le coin de ses yeux à force de plisser les paupières. Devant des pièces moteurs sous des néons pendant 20 ans. Ses mains étaient perpétuellement tachées d'huile moteur. Celle qui ne part jamais, peu importe combien on frotte. Il vivait dans une maison en location à l'est de la ville. Le genre de quartier où les avis d'expulsion arrivaient plus souvent que les cartes d'anniversaire. Il était mécanicien de métier. Ou du moins il l'avait été avant la mise sur liste noire. Avant l'accident, avant que tout s'effondre. Il y avait eu un temps où le nom de George Miller signifiait quelque chose. Dans les milieux automobiles, il avait conçu une modification d'efficacité énergétique qui avait attiré l'attention de grands constructeurs. Puis il lui avait fait signer des documents qui transformaient ses inventions en leur propriété. Puis il l'avait écarté. Puis ils avaient veillé à ce que personne d'autre ne l'engage. Sa fille Emily avait 8 ans, petite pour son âge, mais vive comme l'éclair. Elle avait les yeux sombres de sa mère et le menton têtu de son père. Ainsi qu'une façon d'observer le monde qui la faisait paraître plus âgée. Elle avait appris à ne pas demander ce qu'il ne pouvait pas se permettre. Elle avait appris à faire semblant de ne pas entendre les disputes. À travers les cloisons fines quand les créanciers appelaient. Elle souffrait aussi d'une maladie qui nécessitait un traitement spécialisé. Dans une ville à 200 km. Ça avait commencé par de la fatigue. Puis étaient venus des épisodes où son cœur s'emballait sans raison. Le rendez-vous était fixé dans 48 heures. Si on le ratait, le médecin l'avait dit avec cette prudence propre au docteur. Quand ils annoncent une mauvaise nouvelle, la fenêtre d'intervention efficace se refermerait. George comprenait les délais. L'avis d'expulsion collé sur sa porte lui donnait 72 heures. Le rendez-vous médical lui en donnait 48. Le choix était simple et impossible. Sauver la maison ou sauver sa fille. Il choisit Emily. Il choisissait toujours Emily. Vivian Carter, à 42 ans, avait bâti un empire sur la précision et la cruauté. Elle dirigeait un conglomérat technologique spécialisé dans l'innovation automobile, le genre d'entreprise qui faisait la une des magazines économiques avec des titres sur la disruption et la vision. Ce que ces magazines ne mentionnaient jamais, c'est que Vivian passait les 6 derniers mois à traquer une seule preuve. Un véhicule prototype contenant les traces d'espionnage industriel, de brevets volés et peut-être d'homicide involontaire. Ce véhicule était garé dans l'allée de George Miller. Moteur froid et mort, sa vraie valeur cachée sous des couches de rouille. Et de rêves brisés. Vivian avait ses raisons d'être dans ce cimetière de voitures. Aucune n'avait à voir avec la charité. Les personnages secondaires se mettaient en place autour d'eux, comme des pièces sur un échiquier. Ronnie Bledsoe possédait le cimetière. Un homme dont le sourire n'atteignait jamais les yeux. Et dont la poignée de main donnait l'impression de toucher quelque chose de sale. Clinton Marsh travaillait pour l'agence de recouvrement. Le genre d'homme qui utilisait les documents légaux comme d'autres utilise des coups de poing américains. Corbin Hayes était un réparateur. Pour une entreprise rivale, spécialisée dans la disparition de preuves et l'amnésie des témoins. Puis il y avait les autres, Ingrid Chen, l'avocate de Vivian, qui ne faisait confiance à personne et ne croyait qu'aux faits vérifiables. Le docteur Rick Sarafina Wallace, la pédiatre spécialiste qui sauverait la vie d'Emily ou la verrait filer entre ses doigts. Bonnie Martinet,
Une journaliste qui traquait les malversations d'entreprise. Depuis 3 ans et qui était à une histoire d'un Pulitzer ou d'un procès. Tous allaient se heurter dans un cimetière de voitures. Un mardi matin glacial. George avait tout essayé. Il avait travaillé comme journalier, portant des caisses dans un entrepôt pour $12 de l'heure. Il avait fait des réparations électriques au noir pour des voisins, qui payaient en liquide et en compassion. Il avait conduit pour un service de livraison jusqu'à ce que sa voiture rende l'âme, s'étouffant au milieu d'une rue résidentielle. La banque n'aidait pas. George avait appelé 2 fois, assis à sa table de cuisine pendant qu'Emily faisait ses devoirs. Dans la pièce d'à côté, gardant la voix ferme en expliquant sa situation. La femme au téléphone avait été polie et inflexible. Pas de report de paiement, pas de programme d'aide, pas de pitié. Clinton Marsh avait apporté l'ultime avis en personne, debout sur le perron de George avec un dossier en cuir et une expression de détachement professionnel. Il avait exposé le calendrier de la saisie comme un médecin, discutant d'un diagnostic terminal, 72 heures. Ensuite, les serrures changeraient. Ensuite, les affaires partiraient au garde-meuble, que George ne pourrait pas payer. Ensuite, la dette le suivrait, grossissant d'intérêt comme une tumeur. George avait fermé la porte sans un mot. Cette nuit-là, il s'était assis seul dans le garage, la main posée sur le volant de la voiture qu'il avait juré de ne jamais vendre. C'était une berline modifiée, rien d'extraordinaire à regarder, mais chaque centimètre portait un souvenir. Sa femme Sarah avait été la dernière à la conduire avant l'accident. Elle se rendait pour livrer des documents, des preuves. George l'avait soupçonnée, même si elle ne l'avait jamais confirmé. Ses freins avaient lâché sur une route de montagne. La police avait parlé de défaillance mécanique. George avait parlé de meurtre. Mais personne n'avait écouté. Il l'avait regardé avec cette pitié réservée aux veuves éplorées, qui voient des complots dans les coïncidences. 3 ans plus tard, George était assis dans cette même voiture et prenait une décision. Emily avait besoin de soins. Emily avait besoin d'un avenir. Emily avait besoin d'un père qui ferait tout ce qu'il fallait. Il vendrait la voiture. Il achèterait un billet de train. Il quitterait cette ville et ne regarderait jamais en arrière. Le cimetière ouvrait à 7 heures. George arriva à 6h45. Emily silencieuse sur le siège passager. Le ciel avait la couleur du vieux béton, lourd de la promesse de pluie. L'air sentait la rouille et la pourriture, cette odeur précise. Des choses réduites à leurs composants, dépouillées d'histoire et de sens. Ronnie Bledsoe était déjà là, appuyé contre sa caravane de bureau. Une tasse de café dans une main, une cigarette dans l'autre. C'était un homme dont tout le modèle économique reposait sur le désespoir des autres. Il reconnaissait l'odeur de quelqu'un, à court d'options comme les requins sentent le sang dans l'eau. George expliqua ce dont il avait besoin. Ronnie fit le tour de la voiture lentement, faisant mine de l'examiner. Il tapa sur le capot comme on tape sur un cercueil. Le son creux et définitif. Il regarda à travers le pare-brise fissuré, passant le doigt sur la toile d'araignée de fracture. Il donna un coup de pied dans le pneu crevé avec un dégoût théâtral. Puis cracha par terre à côté. La performance était calculée. Ronnie savait que le désespoir fait accepter moins. Plus il faisait durer, plus le besoin de George devenait évident. Plus l'offre finale pouvait être basse. C'était une forme de cruauté, qui portait le masque des affaires. Ce truc, dit Ronnie, la voix épaisse de mépris, t'as de la chance. Que je te facture pas pour l'emmener. George garda la voix calme. J'ai juste besoin d'assez pour un billet de train. Un seul billet, c'est tout. Le sourire de Ronnie fendit son visage. Papa Solo, personne s'en soucie ici. C'est les affaires. Et les affaires disent que ta ferraille vaut le prix de la ferraille. À prendre ou à laisser. George accepta. Il n'avait pas le choix. Emily se tenait à quelques mètres, sa petite main touchant la poignée de la portière. George vit ses lèvres bouger dans ce qui pouvait être une prière ou un adieu. Quand la chaîne du camion de remorquage s'enroula autour du pare-choc, Emily se détourna. George fit pareil. Ni l'un ni l'autre ne vit l'homme dans l'ombre près de la clôture, qui photographiait le numéro de châssis avec un appareil professionnel. Corbin Hayes suivait cette voiture depuis 3 mois. Il baissa l'appareil, sortit son téléphone et composa un numéro. En mémoire rapide. Quand la voix répondit, Corbin dit simplement « Elle est là maintenant ». Puis il raccrocha et attendit. La limousine apparut comme un navire sombre fendant le brouillard.
C'était un véhicule qui n'avait rien à faire dans ce coin de la ville. Noir brillant et immaculé contre la rouille et les taches d'huile du cimetière. Quand elle s'arrêta, la porte arrière s'ouvrit, et Vivian Carter en sortit. Elle portait un tailleur anthracite qui coûtait probablement plus que le loyer annuel de George. Ses cheveux étaient tirés en arrière, dans un style qui évoquait l'efficacité plutôt que la mode. Elle se déplaçait avec cette assurance qui vient de savoir exactement ce qu'on vaut et de refuser moins. Tout en elle parlait de pouvoir exercer sans excuse. Mais Vivian ne regarda pas George en premier. Elle regarda la voiture. Elle passa devant Ronnie sans un regard, comme s'il était un meuble. Elle passa devant le chauffeur du camion de remorquage qui s'était figé, les mains encore sur les commandes du treuil. Elle passa devant Emily, qui la fixait avec de grands yeux, comme si cette femme venait d'un autre monde. Vivian s'approcha du véhicule et s'accroupit près de la portière conducteur. Son tailleur coûteux touchant le béton taché d'huile sans hésitation. Ses doigts tracèrent une section précise du châssis, juste au-dessus de la passage de roue, où une série de chiffres et de lettres avait été frappée à la fabrication. Ce n'était pas un examen banal. C'était le geste précis de quelqu'un qui sait exactement quoi chercher, et exactement où le trouver. Elle sortit son téléphone, photographia le code, l'envoya quelque part. Attendit la réponse. Quand son téléphone vibra avec la confirmation, sa posture changea subtilement. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Elle lut le code 2 fois. Puis elle se releva, épousseta ses mains, et se tourna vers le petit groupe rassemblé. La transformation était complète. Elle n'était plus une femme qui examine une voiture. Elle était une PDG sur le point d'acquérir un actif. À qui appartient ce véhicule? Demanda-t-elle. George s'avança, toujours vêtu de sa veste de travail tachée d'huile. D'un boulot vieux de 3 mois. 1 mois. Vivian l'étudia avec la même intensité qu'elle avait donnée à la voiture. Avez-vous modifié le moteur vous-même? Oui. Qui a été la dernière personne à le conduire avant qu'il tombe en panne? La gorge de George se serra. Ma femme, il y a 3 ans. Pourquoi le vendez-vous maintenant? J'ai besoin d'un billet de train. L'expression de Vivian ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. Elle regarda Emily, puis revint à George. Vous ne savez pas ce que vous vendez, n'est-ce pas? C'est une voiture cassée, dit George. C'est tout ce que je sais. Vivian se tourna vers Ronnie, qui était passé de prédateur à lèche-bot. Dès l'arrivée de la limousine. Arrêtez le processus. Je fais une acquisition. Ronnie rit, un son comme de l'huile sur du gravier. Madame, avec tout le respect, cela n'a aucune valeur. Vivian leva une main. Ses agents de sécurité, 2 hommes bâtis, comme des bornes d'incendie en costume cher, s'avancèrent depuis la limousine. Le rire de Ronnie mourut. $1 million, dit Vivian. Virement bancaire, vérifié dans l'heure. Le véhicule sera transporté dans mes installations, scellé et examiné par mon équipe technique. Personne d'autre n'y touche. Le cimetière devint silencieux. Même le bruit lointain du broyeur sembla s'arrêter. George sentit le monde basculer comme si la gravité avait lâché un instant. $1 million. Le chiffre était si énorme qu'il devenait abstrait. Sans sens. C'était le genre de somme qu'on voit dans les films. Ou dans les articles sur des gens dont la vie n'avait rien à voir avec la vôtre. Le visage de Ronnie Bledsoe passa par une série rapide de calculs. Il offrait peut-être $300 pour de la ferraille. Cette femme offrait $1 million. La différence faisait court-circuiter son cerveau. Sa bouche s'ouvrit et se referma comme un poisson asphyxié. C'est une blague, dit George. Ça doit être une blague. Je ne plaisante pas en affaires, monsieur Miller. Vivian sortit son téléphone, tapa rapidement et lui montra l'écran. Un formulaire de confirmation de virement, attendant seulement son RIB et sa signature. Je n'achète pas par pitié. J'achète parce que c'est la dernière pièce d'un puzzle que je résous. Depuis 6 mois. George regarda Emily, qui le regardait avec ce mélange d'espoir et de peur que seuls les enfants maîtrisent vraiment. Il regarda la voiture, dernier lien physique avec Sarah. Il regarda Vivian Carter, debout comme une statue de pouvoir corporate au milieu d'un cimetière. Quel puzzle? Demanda-t-il. La réponse de Vivian fut précise. Il y a 3 ans, un système automobile prototype a été volé dans le service recherche de mon entreprise. Ce système a été installé dans exactement 3 véhicules pour des tests sur le terrain. 2 ont été récupérés et détruits.
Le troisième a disparu. C'est ce troisième véhicule, Monsieur Miller. Et plus important encore, il contient un enregistreur de données black box qui prouvera qu'il a volé, qu'il a saboté et qui est responsable d'au moins une mort. George sentit ses jambes fléchir. Ma femme, possiblement, dit Vivian, c'est ce que les données nous diront. De l'autre côté du cimetière, à moitié caché derrière une pile de voitures écrasées. Corbin et Hayes étaient déjà au téléphone. Carter est là, elle achète le véhicule. Il faut agir ce soir. La voix à l'autre bout posa une question. Peu importe comment, répondit Corbin. Scellez-le, brûlez-le, je m'en fous, il ne doit pas quitter cette ville avec ses données intactes. L'offre de Vivian était sur la table comme une grenade dégoupillée. $1 million. Plus d'argent que George n'en avait vu de toute sa vie. Plus que son père n'en avait gagné en une carrière. Plus qu'il n'avait jamais imaginé toucher, encore moins posséder. Assez pour rembourser la dette, sauver la maison, payer les soins d'Emily. Et avoir encore un avenir. Peut-être même assez pour ouvrir ce petit garage, dont il rêvait avant la liste noire, avant la mort de Sarah. Avant que le monde lui apprenne que les rêves étaient un luxe pour les autres. Mais il y avait des conditions. Il y en avait toujours. Si je prends cet argent, dit George lentement, en pesant chaque mot. Comme des pierres sur une rivière dangereuse, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ingrid Shen, qui était sortie de la limousine avec une mallette, qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de George, parla pour la première fois. Sa voix était précise, juridique, le genre de voix qui anticipe les questions. Et élimine toute ambiguïté. Le véhicule est saisi dans le cadre d'une enquête interne. Vous signez un accord de confidentialité sur la technologie propriétaire. Vous vous rendez disponible pour témoigner. Si une procédure judiciaire l'exige. Vous ne parlez pas à la presse. Sans autorisation de notre équipe juridique. Protocole standard, pour l'acquisition de preuves. Et si je dis non? Demanda George, même s'il connaissait déjà la réponse. Il voulait juste l'entendre à voix haute. Vivian répondit celle-là. Ses yeux croisèrent les siens directement. Et, pour la première fois, il vit quelque chose sous le masque de PDG. Peut-être du respect, peut-être la reconnaissance de ce que cette décision signifiait. Alors je pars. Votre voiture est mise à la ferraille. Vous achetez votre billet de train.